C'est un sous-cheval qui n'est pas beaucoup apprécié dans le monde, mais il a rendu tellement de services à l'humanité. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle de livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon dimanche, bonjour Erika. Bonjour Philippe. Ça me fait plaisir de vous revoir. Ça me fait plaisir d'être là. La grève est terminée, ça y est, vous êtes monté dans le bus, tout va bien. Tout va bien. Notre invité aujourd'hui s'appelle Chaouki Amari, bienvenue sur Beurre FM. Bonjour. Voilà, vous êtes journaliste, caricaturiste, écrivain et acteur algérien et vous venez nous parler aujourd'hui de L'âne mort aux éditions de l'Observatoire. C'est mieux que finalement L'insoutenable gravité de l'univers comme titre de livre. Ouais, ben j'avais pensé à un titre dans ce sens. Mais ça je me dis m'étonne que c'est pas. trop long. Comme il faut avoir des économies, c'est d'écologie. L'âne mort, en fait, c'est un clin d'œil à L'âne d'or, évidemment. D'Apulée, qui est un roman qui a 2000 ans. Voilà. Alors, quand vous Et dites, Philippe le savait. Et comme vous dites, c'est pas compliqué. Vous dédicacez le livre à Apulée. Ouais. Exactement. Ouais. Ouais. Et alors, dans ce livre, finalement, c'est l'histoire de Lucus, qui est, alors, je ne sais pas si on dit Lucus ou Lucius, qui est transformé en âne. Ça, c'est l'âne d'or, hein. Ouais, voilà. L'âne d'or d'Apulée. Hein. Voilà. Parce qu'il est trop curieux, par sa femme, parce qu'il est trop curieux. Finalement, la curiosité est un vilain défaut. Bien sûr, et d'ailleurs, à 2000 ans d'écart, puisqu'on a 2000 ans entre les deux livres, on reste globalement dans les mêmes problématiques. Hein. Curiosité, magie, l'insondable âme humaine. Et donc, ce qui était intéressant, c'est ça, c'est qu'à 2000 ans d'écart, finalement, on peut parler des mêmes choses, différemment, mais des mêmes choses. Pourquoi est-ce qu'on écrit un livre sur un âne, puisque finalement, un âne, c'est un personnage que personne n'aime, que tout le monde rejette, qui a très mauvaise réputation, en plus. Justement. C'est un animal qui est un peu, on va dire, c'est un sous-cheval, qui n'est pas beaucoup apprécié dans le monde, mais si on regarde ça d'un autre côté... il a rendu tellement de services à l'humanité. C'est lui qui a construit les villes, c'est lui qui a emprunté les sentiers, c'est lui qui a porté les hommes, les femmes. Donc, quelque part aussi, évidemment, il y avait une espèce d'hommage donc à Apulée, pardon, l'auteur, et à l'animal, qui est dommageablement méprisé. Et je me demandais pourquoi justement cet animal il revient souvent dans la culture orientale, dans les autant dans les contes, enfin les histoires que dans les références. Vous savez, tout le monde connaît l'histoire de l'âne avec le père et le fils qui se baladent, etc. Oui, Même moi, je connaissais cette histoire-là alors que j'étais loin de cette culture-là. Pourquoi justement cet animal il revient souvent, il est récurrent? D'abord, il est vieux. Je crois que l'âne est apparu au Moyen-Orient avant le cheval. Ah oui? Ouais. D'accord. Il est venu du Moyen-Orient. Il a des capacités évidentes comment ça s'appelle, de charge, de force, on dit qu'il est têtu, mais pas vraiment. C'est le compagnon idéal, il est 10 fois moins cher qu'un cheval. Hein. Ouais. Sous-estimé, mais très sous-estimé, parce qu'il n'est pas beau. Bon, après, c'est des délits de faciès. Hein. Ouais. C'est quoi la beauté chez Ceci dit, dans le livre d'Apulée, c'est une émission familiale, je sais bien, mais l'âne est pourvu de la tribu. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, nous, on dit encore Ahmar Hachak, hein, ce qui veut dire littéralement... un âne, sauf ton respect. Ouais. Bravo, Philippe. Sauf ton respect. Ouais. Hachek, on traduit ça comme ça alors. On peut pas dire âne. Hachek, on peut pas dire âne si on rajoute pas Hachek. Ouais. C'est en vrai général, ouais. Ouais. Et Hachek, ça désigne en général quand on parle C'est un gros mot en fait. Truc sale. Mais moi je crois que c'était un point d'exclamation parce que toutes mes copines quand elles parlent à des Hachek à la fin de la phrase. Je crois que c'est le point d'exclamation d'une phrase en fait. Bon, vous avez des copies un peu étranges quand même. Quand je demandais où sont les toilettes, Hachek. Ah voilà, toilettes. Ouais. Voilà. Ah d'accord. Alors tout ce qui est lié à quelque chose de sale, aux ordures, Faut pas le dire. on est obligé de dire Hachek. D'accord. Bon, c'est un signe de politesse, mais c'est un peu trop forcé. D'accord. Notamment en ce qui concerne l'âne. L'âne n'est pas sale. Bah oui, du coup oui. Donc je sais pas d'où ça vient. Moi je pense, d'ailleurs c'est écrit un peu dans le livre, c'est par rapport à la taille de son sexe. Je crois. C'est pour ça que moi j'appelle ça la tribu. Je crois que c'est ça. Hein. Il faudrait écrire tout un livre sur ça. Non, il y a une expression qui dit monter comme un âne. Hein. C'est vrai en ça, plus du coup. Ouais. Maintenant qu'on en parle, Erika. Maintenant qu'on en parle, mais la Il y a monter sur un âne et monter comme un âne, c'est pas la même chose. Et c'est quoi monter sur un âne? Bah c'est monter dessus. Mais c'est pas une expression du coup. Si, on peut monter un âne. Enfin, dans tous les sens d'ailleurs. Hein. Ah ok, donc c'est... ok. C'est que vous parlez comme vous écrivez. Moi, Pardon. Moi j'adore ça. J'ai énormément ri à la lecture de votre livre. Alors, c'est de l'humour algérien. Alors quand Tim Philippe m'a dit, alors là, je sais pas ce que ça voulait dire. Grande question. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de références. Il faut quand même être algérien, Ouais, pour comprendre. bien connaître la Kabylie aussi Ouais. quand même. Parce que Donc je suis passé à côté de beaucoup de choses. Ah sur ouais, moi, mais alors. franchement, D'accord. je veux dire. Pas vraiment, franchement. Quand je l'écris, il y avait beaucoup plus de,
comment ça s'appelle, d'autoréférencement. Et mon éditrice m'a dit, bon, si tu veux avoir une carrière internationale et passer un jour à Beurre FM, il va falloir que tu enlèves toutes ces avec Erika, il te obligé d'enlever toutes ces indications. Et donc, ça a vraiment été dégrossi. Et je pense qu'un Groenlandais pourrait comprendre l'Almor. Même s'il n'y a pas d'âne en Groenland, évidemment. Moi, en tout cas, je pense, en tout cas, l'avoir compris. En tout cas, moi, j'ai rigolé et je me suis amusée alors que je ne suis pas algérienne et encore moins kabyle. Ça se voit. Mais oui, alors peut-être que sur moi, il y a plusieurs lectures et il y a des choses qui forcément qui vont parler à des Algériens, mais pas que quoi. Voilà pourquoi j'ai été embauchée chez Beurre FM. Je pense que je suis la vision non algérienne. Voilà, très bien. Voilà, je suis le filtre non algérien de. On peut dire que c'est un livre universel, comme Landor d'Apilé d'ailleurs. Tout le monde peut le lire. Je vais prendre un exemple. C'est une question qui se pose à un moment donné. Attention, l'exemple, c'est subjectif. Pourquoi un commissaire veut-il récupérer un âne? Il y a des secrets dedans, des lingots, des révélations sur le printemps berbère. Franchement. Okay. Ouais, ça c'est un exemple choisi. Franchement, c'est tiré par les cheveux. Non, c'est drôle. Qui ne connaît pas le printemps? Qui ne connaît pas les berbères? Oui, c'est vrai. Erika, vous nous faites... Et les deux ensemble. Bon. Oui. La conférence de Mouloud Mamri pendant le printemps berbère, vous vous en souvenez ou pas? Non. Je nage. Si vous n'êtes pas algérien, c'est pas une référence que vous avez. Ouais, en même temps, on peut ne pas connaître cette référence et lire le livre. Hein. J'essaie de défendre c'est pas un livre comique. C'est pas un livre algériano-algérien. C'est drôle. Moi, j'appelle ça une farce scientifique. Ouais, peut-être. Ou une fable métaphysico-scientifique, peut-être. Ouais. Bon, cela dit, il faut dire au lecteur qu'il n'a pas grand-chose à voir avec Landor. Hein. C'est pas un... J'ai eu peur à cause de ça. C'est pas une copie, en fait, de Landor. Non. C'est juste un petit clin d'œil en passant. Bon. C'est un road movie qui s'élève dans les montagnes de Kabylie, quand même. Un road movie altimétrique. Exactement. Donc, ils sont 3 dans une voiture qui doit s'arrêter toutes les heures, parce qu'elle chauffe, une voiture algérienne. Et ils ont un âne dans le coffre. Voilà, parce que l'âne ne savait pas nager, il lui est arrivé des choses. Voilà. On va pas dévoiler le suspense parce qu'il y a un suspense. Ou peut-être l'accroche dans la piscine du commissaire. Voilà. Il jouait avec et bon, il s'est noyé. Un âne étant connu pour ne pas savoir nager, contrairement aux chevaux d'ailleurs. Donc ça va rester un mystère pour la prochaine émission. Ah ouais, et donc il se noie et ils essaient de le réanimer parce que c'est l'âne du commissaire et c'est un peu son animal fétiche. Donc ils ont eu très peur. C'est comme ça. C'est une histoire familiale quand même. C'est ce qui lui reste de sa famille. Exactement. Ouais. Le commissaire a vécu avec un âne parce qu'il vient d'un monde rural. Et donc quand il s'est installé à Alger, il est resté attaché. Et je crois que l'âne, bon, je me rappelle pas très bien, mais bon, c'est moi qui l'écris, hein, on est bien d'accord. Mais bon, faut dire que ça fait longtemps. C'est le fils de l'âne. Hein. Non, voilà, mais je crois que les ânes n'ont pas d'enfants. Il y a un truc comme ça. C'est les ânes qui n'ont pas d'enfants. C'est pas les zèbres. Ils ne peuvent pas se reproduire, les ânes, il me semble. C'est ça. Mais c'était un problème, ça. Ouais. Si les ânes n'ont pas d'enfants, pourquoi il y a encore des ânes sur Terre? Erika? Oui, parce qu'ils sont faits avec on les fabrique. On les fabrique, entre guillemets. C'est pas le mélange entre un cheval et je sais pas trop quoi. À chaque fois, du coup, ça donne un âne. Mais je crois que là, on va tous sortir de là, on va aller sur Google, on va tous regarder l'histoire de l'âne à travers les cultures, l'histoire de l'âne de généalogie. Bon, en tout cas, c'est le fils de son âne, enfin, je sais pas, c'est le fils de son âne d'enfance, en fait. Ça, voilà. Il est très attaché à cet âne. Et donc, il y a un avis de recherche dans toute l'Algérie pour récupérer cet âne, qui est mis à prix, qui vaut très cher d'ailleurs. Avec les photos de l'âne placardées un peu partout, en tête, récompenses, etc. Et donc, comme l'Algérie est le plus grand pays d'Afrique, se sauver à l'horizontale, c'est un peu compliqué, parce que là, on peut mettre longtemps. Donc, c'est là où ils choisissent de partir sur les hauteurs. Donc, de s'élever. Voilà, il dépasse les paliers. Donc, c'est bien sûr une allégorie par rapport à la gravité, pour revenir à cette histoire. Et le pouvoir de l'attraction aussi de l'Algérie. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire qu'au-delà de ce qui peut paraître un peu une comédie, il y a... comme j'étais à l'école, j'ai voulu intégrer une espèce de sous-lecture, un niveau de lecture sur justement... Subtil en plus. Subtil, voilà. Ça fait bien à la télé, à la radio. Sur justement ce pouvoir d'attraction qui reste quand même un grand mystère de l'univers. On ne sait toujours pas comment ça fonctionne. Bon, on a on fait une petite parenthèse scientifique. On a faut lever le débat. Les théories relativistes donc, d'Einstein sur l'attraction universelle, qui expliquent comment ça fonctionne. C'est-à-dire les corps massifs attirent les corps plus légers, etc. Mais bon, il semblerait qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. D'où cette hypothèse, on était obligé d'inventer la matière noire et l'énergie noire pour recoller aux équations de la relativité d'Einstein.
Et bon, magie noire, énergie noire, quand ça vient de scientifique, c'est un peu bizarre. Ça fait un peu du satanisme cosmique. Les termes utilisés, c'est un peu bizarre, quoi. Ça fait, on est un peu dans la magie. Ouais. Et la magie, c'est quoi? C'est l'Andor. Parce que l'Andor, Apulée, c'est, il a été transformé par une sorcière qui était un peu son amante en âne. Donc, Apulée lui-même, il était un peu magicien quand même. Ouais, le vrai Apulée. Ouais, je pense qu'ils étaient tous magiciens à l'époque. Ouais. Hein. Ouais, je pense. Hein. Bon, lui-même était écrivain, mais tribun, orateur, poète. C'est un peu l'époque. D'ailleurs, je pense que je suis le digne fils d'Apulée. Hein. Pas celui de l'âne, mais d'Apulée. Hein. Puisque je suis un peu comme lui, quoi. Je fais du journalisme, j'écris, je dessine. Ouais, c'est ça. À l'africaine, on fait tout. Électricité, plomberie, la faïence, céramique. On sait tout faire. Je lance d'ailleurs un appel si quelqu'un a des problèmes. On est dans le 12e. Hein. Alors, vous n'arrivez toujours pas à répondre dans votre livre à la question qui est quand même centrale. C'est pourquoi est-ce qu'un âne mort pèse-t-il plus lourd qu'un âne vivant? Alors, c'est quoi l'équation qu'il faut faire? Alors, c'est une expression qui existe, j'ai vérifié, qui existe après dans toutes les langues. Hein. Il y a des livres qui pousser sur le sujet? Non, mais cette expression pousser un âne mort, ça existe en berbère, en arabe, en français, en anglais. C'est une expression vraiment universelle. Et ça m'a toujours fasciné. Pourquoi un âne mort serait-il plus lourd qu'un âne vivant? Un âne vivant, en théorie, se débat, donc serait plus lourd à pousser. Et donc, ça serait donc le poids de l'inertie, ce qui renvoie, deuxième allégorie, à le poids des traditions, le poids de l'être humain, le fait tout travailler à notre place, en fait. Hein? Le poids des préjugés, comme vous dites. Je suis journaliste, moi, par ailleurs. Ah oui, donc oui. Moi, je peux parler pendant... En fait, il croit qu'on n'a pas lu je son peux livre. parler pendant 2 heures. Hein. Moi, je suis convaincu que vous n'avez pas lu. Le poids des préjugés. Parce que j'ai été journaliste radio et on fait la quatrième couverture. On lit le titre, quelques passages. Vas-y, posez-moi une question. Il y a combien de chapitres dans le livre? Il y en a 8. Il y en a 11. 11, comme le livre d'Apulée. Qui te double? 11, c'est bon. Qui te double? Double. Non, je sais que vous l'avez lu. J'ai regardé. Alors, il faut dire aux auditeurs, peut-être qu'ils ne savent pas, que Philippe est champion du monde de lecture. Ils le savent. Moi, je le répète à qui veut l'entendre. Et qu'il a même battu les Chinois dans un concours. Je crois que moi aussi, je suis championne du monde parce qu'il m'envoie toujours les livres un ou 2 jours avant, en pensant qu'il veut m'entraîner au prochain championnat du monde, en fait. Vous avez lu l'âne mort? J'ai presque fini l'âne mort hier soir. Et l'âne d'or? Parce qu'en fait, il faut lire l'âne d'or avant de dire l'âne. Mais justement, c'est là que j'étais. Ouais, mais c'est les gens qui la presse, par contre. Hein. Mais voilà, et ça m'a donné envie de découvrir. Et maintenant, vous en parlez encore plus, de découvrir qui c'était l'auteur que vous avez rendu hommage en première page. Qui est considéré d'ailleurs comme le premier roman, on va dire, de l'humanité. Parce qu'avant, on parle des formes narratives, bien sûr. Avant, c'était plus la fable, le conte. Il était une fois. Et là, bon, Apulée arrive avec une forme littéraire. Bon, après, il y a débat là-dessus. Est-ce que c'est le premier, pas le premier Et le premier, mais il est quand même dans les premiers. Algérien, bien sûr. Voilà. Ouais, donc, par filiation, on devrait. Nous, en tant que d'où la fierté algérienne. Auteur algérien. Voilà, par contre, il était très mal connu en Algérie. Hein. Ouais. Bon, j'ai participé un peu à le réexhumer. Et les gens ont oublié que c'était quand même le premier auteur algérien. Mais quoi qu'il en soit, dans tous les cas, le livre, même si on n'est pas algérien, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de références, on parle beaucoup de l'Algérie, c'est quand on aime. Quand on aime sortir des sentiers battus, moi j'ai bien aimé parce que moi j'aime beaucoup Calix Beyala. Vous savez, elle fait beaucoup un peu ces fables-là culturelles qui sont souvent tirées d'histoires qui sont retransmises et qu'elle refait, qu'elle remet, qu'elle romance, etc. Et en plus un univers un peu kafkaïen, comme ça on part dans tous les sens. Mais après. Voilà, c'est Chaouki Amari qui est notre invité, donc journaliste, caricaturiste, écrivain, acteur algérien. Ouais. Plombier, électricien. Ça, c'est pour les petites annonces. Vous pouvez donner votre numéro de 06. À la fin de l'émission. De votre double 0213, si on a besoin de vos services. Donc, vous publiez L'âne mort aux éditions de l'Observatoire. Donc, c'est le premier de 5 livres, en fait. Voilà, c'est ce qu'on appelle une pentalogie, un mot que j'ai appris en et le pentagone, donc c'est 5 livres. C'est ça, 5 livres. Ouais. Et comme vous disiez, quoi, c'est sûr, on va dire c'est des fables, des contes, des histoires, avec d'autres niveaux de lecture, c'est-à-dire qui sont beaucoup plus scientifiques que réellement de la littérature pure, c'est-à-dire avec des niveaux de lecture différents. Donc évidemment, ce sont des choix subjectifs, puisque pour l'âne d'or, moi aussi je dis l'âne d'or, hein, c'est bizarre. L'âne mort, c'est celui que j'ai écrit. Il s'agit justement de repenser la gravitation, l'attraction, etc. Et le deuxième, c'est sur le hasard. Voilà. Hein. Le troisième sur l'énergie, le quatrième sur l'inconscient, et le cinquième sur la mort.
Bon, j'ai fait un plan marketing. Hein. Le rêve est ouais. Je pense mourir à la fin de la pentalogie pendant que j'écris sur la mort. Je pense que ça va marcher. Ah ouais, c'est un coup marketing. Ouais. Et donc voilà, en fait, c'est évidemment des sujets que j'ai choisis subjectivement, mais je pense que ce sont encore les 5 grands mystères de l'univers, à mon sens. Hein. Vous pouvez les renommer juste Alors, la gravité, qui sculpte l'univers. Sans gravité, on serait des nuages de gaz. Il n'y aurait ni planète, ni étoile, ni Beurre FM. Hein. C'est celui-là. Ouais. Et donc le hasard qui régente toutes ces interactions sans qu'on comprenne vraiment ce que c'est, puisque le hasard reste ce mystère insondable. Ensuite, l'énergie qu'on ne peut créer ni détruire, qui existe, on ne sait pas depuis quand, et qu'on continue à transformer à l'infini, d'où les problématiques énergie fossile, renouvelable, ce qui veut rien dire énergie renouvelable, puisque c'est la même énergie depuis 13 milliards d'années qui tourne et qu'on transforme. Hein. On ne peut pas renouveler l'énergie. On peut parler du gaz de schiste même, hein, pour on prendre un problème algérien. Voilà, enfin, un peu de politique. Non, c'est pour après, parce que si on commence à parler et le quatrième, politique... c'est l'inconscient. Pardon, je finis pour les lecteurs. Le quatrième, c'est l'inconscient, sans qui rien de tout ça existe, puisque la réalité est une perception d'une projection, on va dire, de la vérité suprême. Alors, qu'est-ce que c'est que la constance G ? Et alors, quelle est la valeur de la constance G sur les crêtes du Jura ? Parce que ça, c'est très important. J'aimerais pas qu'on termine cette émission sans que tout le monde parte avec cette information. Alors, tout à l'heure, on parlait justement d'une fuite d'un road movie altimétrique, c'est-à-dire qu'au lieu de fuir à l'horizontale, il fuit à la verticale. Et donc, l'Algérie, comme vous le savez, est un grand pays de montagne. Et donc, dans le Jura, effectivement, il y a des sommets à 3000, etc. Et donc, ils s'aperçoivent que plus ils montent, plus il y a des mécanismes psychologiques qui se mettent en place. Et en fait, bon, ça, c'est évidemment le choix de l'auteur. Hein. C'est-à-dire que plus on monte, plus la constance de gravité est faible. Ça, c'est scientifique. On est à 9,81 au niveau de la mer. Quand on monte, donc on est techniquement, on est plus léger. Donc après, est-ce que ça peut influer sur des comportements psychologiques ? Moi, je dis que oui. Donc, de 9,81 à Alger, au niveau de la mer, on passe à 9,80, 9,79, etc., en fonction de l'altitude. Mais c'est un fait quand est-ce que ça influe sur les gens ? Je ne sais pas. Si, c'est un en tout cas, les gens des montagnes ne ressemblent pas aux gens des plaines. Voilà. Est-ce que c'est lié ? Je ne sais pas. Quand les gens qui sont des plaines, quand on fait soit de l'escalade ou soit de la randonnée en montagne, il faut des fois faire des pauses parce que ça ne suit pas et que souvent, quand on monte trop vite ou trop Exactement. La circulation sanguine pose problème. Clairement, il y en a qui deviennent fous parce que voilà, il y a le changement trop. Il y a le mal des montagnes, le mal aigu des montagnes, le mal. Donc oui, forcément, ce ne sont pas les mêmes personnes. Moi aussi, je pense. Il y a quelques années, j'étais à La Paz, qui est la capitale, je crois, la plus haute du monde, 4500 mètres. Et là, on change complètement d'abord physiquement, mais même psychologiquement. Je pense qu'il y a une influence. En plus de la pression atmosphérique qui n'est pas la même. Ouais. Donc on est moins écrasé. Peut-être qu'on se sent plus libre quand on vit dans la montagne. Je ne sais pas. Alors là, il trouve refuge chez Izouzen. Donc il vit au col de Tirourda, à 1600 mètres, hein, lui. Hein. Qui existe. Même s'il pense qu'il vit plus haut, lui. Hein. Il pense. Un érudit qui vit dans un curieux lieu. Hein. C'est une pizzeria qui a été reconvertie en bibliothèque. Il a énormément de livres. Hein. Il y en a pour tous les goûts, d'ailleurs. Il a encore son four à pizza. Oui. Puisqu'il se nourrit exclusivement de pizza. Donc c'est soit olive verte et soit olive noire. Quelle est la différence entre les deux ? Eh ben, il y en a une qui est mûre et l'autre qui n'est pas mûre. Bravo. Ah, c'est ça. C'est ça. Hein. Moi, quand j'étais petit, je pensais que c'était deux variétés différentes. Moi aussi, je pense parce qu'en fait, c'est la même. Parce qu'il pose la question, la question à une de ses invités. Ah, dans le livre, il pose la question. À une de ses invités, et donc elle ne connaît pas la réponse. Elle pense que ce sont deux arbres différents. D'ailleurs, maintenant, il y a des fausses olives vertes qui sont peintes en noir pour faire croire que c'est des olives noires. Elles sont oxydées. Ouais. C'est un business terrible. Ah ouais, et elles sont plus chères que les vraies noires. Exactement. Vous êtes sérieux là ? C'est vrai, il faut faire gaffe. Je veux dire sur le sujet de conversation qu'on a en ce moment. Non, je vous jure, c'est vrai. Pourquoi on parle des olives ? On est en Méditerranée quand même. Mais tu sais que la pizza, c'est un sujet... Zéro degré. La pizza, c'est un sujet sensible. D'accord. Une pizza sans olives, c'est comme... La pizza et le drapeau algérien. Une pizza sans olives. C'est pas une pizza. C'est comme une femme sans moustache. Alors par contre, j'ai il faut la mettre sur le mur, celle-là. J'ai une récrimination des Italiens qui disent que la pizza au lapin, ça n'existe pas. C'est pour vous, ça. Oui, bien sûr, mais la pizza est un plat de base. Après, on fait ce qu'on veut avec. C'est comme les pâtes. C'est vrai. Les pâtes au caviar, pourquoi pas, je sais pas. La pâte, c'est la base.
Après, dessus, on met ce qu'on veut. Hein. Bon, alors tous les deux, ils ont le même problème. Eux, ils doivent enterrer un âne et lui, il doit enterrer sa 6e femme. Voilà. Et où est-ce qu'on enterre un âne mort en Algérie? Ça, c'est la question. C'est compliqué. Où on enterre les ânes? Y a-t-il des cimetières d'ânes? Et en fait, en Kabylie, c'est assez triste d'ailleurs quand les ânes, quand les ânes sont plus capables d'avoir la force qu'ils avaient, donc ils deviennent inutiles presque. Au lieu de les tuer, les enterrer, ils les balancent des falaises. Et donc, ils meurent, encore une fois, par gravité, de leur propre poids. Et c'est comme ça que les ânes, en général, meurent en Kabylie. Et je crois qu'en Corse aussi, en Sardaigne. C'est-à-dire, pour tuer un âne, quoi, il faut une balle. Tu as vu la tête d'un âne, c'est énorme. Hein, c'est-à-dire, à coup de hache, ça marche pas. Donc, en général, ce qu'ils font, ils le balancent dans un précipice. J'avais entendu ça, effectivement. Oui, ils font ça. Ça économise des balles et c'est cruel. Mais j'avais utilisé ça parce que justement, les ânes meurent de leur propre poids. Allégorie. Non, mais il faut que ça descende. Hein. Nous, on redescend. Il y en a qui s'élèvent et nous, on redescend. Izuzen a 2 idées fixes, les livres et les femmes. Quel est le rapport entre les deux? Alors là, attention. On va laisser Erika développer. Je vais attendre la réponse, mais attention. Je savais qu'elle n'aimerait pas. Je suis là pour représenter toutes les femmes de France et de Navarre. Pas de Kabylie, donc je suis donc ça va. Oui, d'accord, pas de Kabylie. Non, un misogyne dirait une femme est un livre blanc sur lequel on écrit. Ce qui est évidemment faux. T'as pas dit un truc comme ça, Platon aussi? Il a dit un truc comme ça. Ouais. Platon était misogyne. D'ailleurs, il aimait les hommes. Très. Ouais. Ah, c'est pour ça, ok. Ouais, il détestait. Les femmes, c'était un truc. Vraiment, en Grèce antique, banquet, la femme, il va fort. Hein. Ouais. Excusez-moi, parenthèse. Donc, un misogyne kabyle. Il dirait ça, voilà. Ce qu'il faut, je veux dire, entre la littérature et les femmes, il y a, en tant qu'homme, je parle bien sûr, il y a une forme de sensualité, de magie, de curiosité. Voilà, quoi. C'est-à-dire qu'on peut avoir 200 ans, on comprendra jamais vraiment. Et souvent, comment elles fonctionnent. C'est les deux opposés. On est entre Platon et Marquis de Sade, quoi. Soit objet de, dans tous les cas, objet un de peu fascination ou de détestation. De mépris, voilà. Ça peut ressembler à la bibliothèque de Izuzen, d'ailleurs. Il pourrait avoir ça dans sa bibliothèque, lui, Platon. Il a plein de livres, et Sade. Hein. Ouais. En fait, Izuzen. Il y a Kundera. Je me dis, qu'est-ce qu'il lit Kundera? Qui lit encore? Kundera, si, quand même, c'est une base. Légèreté de l'être, justement. Je l'ai utilisé pour ça, puisqu'il s'agit de gravité. Bon, c'est pas du Kundera, mais Kundera, je pense qu'il était important dans sa bibliothèque. Bon. Petite parenthèse, en fait, en Algérie comme ailleurs dans le monde, les phénomènes de déculturation ont fait que les librairies se transforment petit à petit en fast-food ou en restaurant. C'est pas vrai. Ouais, un peu partout, bien sûr. Les gens ne lisent plus, à part à Beurre FM. Et donc, non, ce que je voulais dire... Vous avez dit ça aux éditions Barzac? J'ai dit ça, non. À la librairie Barzac, parce que on va en parler avec eux, ouais. Non, eux ont fondé une librairie, mais il n'y avait rien avant. Mais dans le cas de Izuzen, il fait l'inverse, en fait. Au lieu de convertir une librairie en fast-food, il prend un fast-food, une pizzeria dans ce cas-là, pour la transformer en librairie. On parlait des femmes. Dans une femme grosse, il y a plus de femmes que dans une femme mince. Ça, c'est un copain qui m'a dit ça. Il adorait les grosses femmes. Ouais. Ça, c'est vrai. Hein. Vous balancez. Ouais. Vous balancez. Je peux donner son nom. Ouais, non, je peux donner son nom. Et je lui dis, pourquoi tu te fais avec des grosses femmes? Il me dit, dans une grosse femme, il y a plus de femmes que dans une mince. Vous savez ce qu'il a dit une fois en italien? Il avait dit, pareil, même question, ses copains de charrier, je l'ai vécu. Pourquoi t'aimes bien les femmes qui sont grosses et tout? Il dit, parce que moi je suis pas un chien, je préfère la chair que les os. Ouais, c'est un peu cannibale, ça. C'est un peu cannibale, voilà. J'avais vu un film, je crois, le type il disait à sa copine, non, j'aime bien quand il a les cheveux longs. Elle lui dit pourquoi? Et lui, il dit, comme ça, il y aura plus de toi. C'est mignon. Ça, c'est beau. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Il a quel âge, Izuzen, d'ailleurs? On n'arrive pas à lui donner trop d'âge. Mais bon, il est âgé, je pense qu'il a 70 ans. Oui, parce que là... il a vécu, il a 6 femmes. Là, puis, la 7e pourrait être très jeune, finalement. Oui, bon, plus on vieillit, plus on aime les jeunes femmes. Hein. Et plus on est jeune, plus on aime les vieilles. C'est un peu bizarre. Hein. Ça, c'est algérien, ça, non? Non, c'est international. Hein. Weinstein aime les filles de 12 ans. Vous connaissez Weinstein? Et bim. C'est arrivé jusqu'en France, oui. Oui, si. C'est arrivé en France. Il semblerait des stocks ici qu'on lui a amenés. On en parle. Erika n'aime pas ce sujet. Non. Ah non, pas du tout. Si. J'ai vu un sujet sur ça. Non, j'ai regardé un sujet sur ça. Quelle est la différence entre Epstein et Einstein et Weinstein? Une question de lettres, peut-être, c'est tout. Epstein aussi, il est lié à des trucs comme ça. Mais Einstein aussi?
Einstein Non. était pédophile. Ah bon? Ça, c'est le scoop de Ça, je l'année. savais pas Non, ça. c'est pas vrai. Ah, j'ai eu peur. Par contre, Einstein C'est ce qu'on appelle une fake news. Mais, était très misogyne, hein, avec sa femme, genre, tu me parles pas. Ah ouais? Ouais, ouais. Il avait plein d'enfants en plus, lui aussi. Il s'est marié 2 fois, je crois. Il a fini avec une cousine. Ouais, c'est vrai. Hein. Non, c'est vrai, c'est vrai. fini avec une cousine. C'est vrai. Hein. Einstein est kabyle d'origine, ça c'est connu. Bah hein. oui, bien sûr, mais comme Mark Il est de Zuckerberg et Tilda, Steve d'ailleurs. Jobs aussi Ouais. est d'origine kabyle, il a une tante vaguement. Steve Jobs, c'est d'origine syrienne. Oui, je savais ça, Ouais. à moitié, ouais. Ça, c'est l'ambiance du livre. Hein. Ce que vous entendez là, c'est ce qui se passe dans le livre, en vrai. Hein. C'est pour vous expliquer. C'est. Ouais, en fait, il y a des pistes sérieuses et des pistes kafkaïennes, comme disait Eric. Hein. Il y a un peu de tout. Quoi. Il y a des vérités scientifiques, Ouais. métaphysiques, mais il y a un peu de Mais c'est ça De n'importe c'est ça qui est- quoi. C'est ça qui est. C'est le dosage. Ça passe tellement mieux quand c'est justement enrobé dans tout ça, dans de l'humour et sans prise de tête. Un peu comme c'est les frères Bogdanov qui ont fait un truc un peu dans ce style-là là, dans leur dernier livre, il me semble bien. Ouais. Voilà, c'est pour des gens qui sont pas des. Moi, je suis Après, pas scientifique, mais du coup, ça amène à des notions. En tout cas, ça amène à s'interroger sur des choses et à aller chercher plus d'informations. Si par exemple le nouveau président algérien dont on parlera tout à l'heure, je vous rassure, il y a on aura tout un plateau pour en J'adore la parler. politique. Décider d'abolir la loi par exemple de la relativité, tout ça. Qu'est-ce qui Abolir reste ? Ouais. Il peut faire ça? Mais non, mais c'est. Il peut tout faire, il est président. J'ai vu ça dans le livre. Si décider d'abolir une loi comme ça, qu'est-ce qui resterait en Algérie ? Je sais pas. L'Algérie reste quand même un régime un peu autoritaire, donc si un jour il décide que l'attraction universelle Par exemple, là, est interdite, il abolit la loi de l'attraction. Qu'est-ce qui reste en Algérie ? On sera tous dans l'air en train de voler. Hein. Voilà. Pourquoi pas ? Ouais. Il fait ce qu'il veut. Bon, après, est-ce que ça marche au niveau scientifique, c'est ça ? Le président doit prendre en compte les réalités scientifiques. Qu'est-ce que vous Là, je parlais de Macron. Ouais. Ah oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus dans un livre, finalement, dans un roman que vous ne pourriez pas dire à travers un dessin ou un article de presse ? Bon, c'est le contraire dans mon cas, puisque moi, je suis éditorialiste à l'Ouatan. Donc vous avez. Donc là, je dis que c'est vraiment de la balancé, politique. là, pour le coup, vous dites ce que vous voulez. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, puisque je le fais tous les jours, je me dis que dans les livres, je vais pas faire ça, justement. Et donc, dans les livres, j'essaie de faire un peu le contraire. C'est-à-dire aller plus vers le romanesque, le littéraire, le métaphysique. D'ailleurs, il y a très peu de politique dans le livre. Il n'y a pas beaucoup de... Très peu, d'ailleurs. C'est plus une photo de la société algérienne. Plus, ou de l'être humain en général. Hein. Parce que je pense que ce livre peut s'adapter à des pays qui ont des montagnes. Hein. Bon, peut-être pas la Mongolie ou la Tunisie, mais ça pourrait marcher au Tibet. Non, la Mongolie, c'est vrai, c'est un pays plat. Hein. Voilà, Erika, nous avons invité Chaouki Amari, il est journaliste, il est caricaturiste, il est écrivain, il est acteur. Il publie L'âme mort, donc c'est le premier tome de toute cette... il dit qu'il en aura 5, mais on n'en sait rien. Hein, aux éditions de l'Observatoire. Il y en a déjà 2 de sorties. Quel pessimisme. Je suis super pessimiste. C'est terrible. Hein. Très français. Ouais, non, sauf si Parisien. vous... Non, Ouais. non, Très parisien. non, C'est un Chaouki, Toulousain. sauf si vous avez signé avant votre contrat pour lequel vous devez 5 livres à Barzac. Vous avez signé ou pas ? Oui, bien sûr, justement. Ils vous ont payé les 5 ? Non, pas encore, bien sûr. Mais je me suis dit, au lieu de vendre un livre, autant en vendre 5. Ça, c'est mieux. En plus, avec des termes sympas, pentalogie, tout ça le fait. Hein. D'ailleurs, même ici, j'en ai vendu 5. Hein. Et c'est les mêmes en plus. Non, je suis au niveau marketing, franchement, vous êtes bien. Je m'étonne moi-même. Bon, vous dessinez à devenir géologue. Est-ce que ça vous a aidé à comprendre les différentes couches de la société algérienne ? Oui, bien sûr. Et plus généralement, d'ailleurs, l'âme humaine, puisque Eric a parlé du Djurdjura, qui sont des montagnes de Kabylie, qui sont du même âge à peu près Enfin, pas à peu près, ils sont du même âge que les Alpes. C'est la même formation qui est née au même moment. Et donc, on voit très bien, avec ces montagnes calcaires, qui sont d'ailleurs de l'accumulation de coquillages pendant des millions d'années qui sont tassés. Donc, et ça, vous l'expliquez dans votre livre, vous voyez, donc c'est pour ça que c'est un livre scientifique. Les montagnes calcaires sont des restes d'animaux, hein, c'est des squelettes entassés. Il y a des os, il y a des... Et donc, quand on est géologue, déjà, on a beaucoup plus de recul puisqu'on travaille sur des échelles beaucoup plus larges qu'un anthropologue. Nous, on travaille sur 1 milliard d'années, 500 millions. Un anthropologue va travailler sur 1 million d'années, 2, 3, Touma, Lucie, etc. Et donc, ça nous donne beaucoup plus de recul. Et surtout, on se rend compte assez rapidement que le règne minéral a donné le règne végétal, puisque les éléments dont se nourrissent les arbres viennent de la pierre, et le règne animal
vient du monde végétal, puisque en général les bœufs mangent de l'herbe, ça c'était avant, je ne sais pas ce qu'ils mangent aujourd'hui, et nous-mêmes on mange du bœuf, donc finalement on mange de la pierre. Et donc le règne minéral est le règne le plus majestueux, finalement, il est primordial. Bon, vous êtes un observateur de la classe politique algérienne que vous connaissez bien. Alors, moi j'ai besoin de savoir, je vous ai lu régulièrement d'ailleurs, je lis pendant cette période, pendant cette année déjà. Alors on va parler de cette date que vous appelez le 12-12. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les coulisses et comment est-ce qu'un ancien Premier ministre de l'ancien président de la République algérienne, Abdelaziz Bouteflika, s'est retrouvé président de la République alors que rien n'avait été fait pour que ce soit lui? Bon, est-ce que vous nous expliquez pourquoi Mihoubi n'a pas été président de la République? Qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses entre le 12 et le 13? Il devait l'être, c'est-à-dire que tout le monde avait misé sur lui. Quand je dis tout le monde, c'est-à-dire les gros lobbies politiques, économiques, diplomatiques, FLN, tout ça. RND... Les grosses machines avaient misé sur Mihoubi. En même temps, ils ont laissé quand même un candidat de rechange. Parenthèse, sur les 5 candidats qu'il y a eu... le 12-12, c'est le 12 décembre, donc c'est là où il y a l'élection présidentielle. C'est vous qui appelez ça le 12-12? Ouais, enfin, tout le monde appelle ça le 12-12. J'ai juste repris l'idée. DOUZ. Ouais, c'est mignon, 12-12. Ouais. Donc, avec 5 candidats, sur les 5, il y avait quand même 3 anciens ministres de Bouteflika. Et 2 anciens chefs du gouvernement. Donc, c'est un peu Matrix Reloaded. On a senti que la matrice essayait de se reconstituer. Il y avait 2 candidats plus ou moins autonomes, mais qui n'avaient, on va dire, pratiquement aucune chance. Donc, je pense ça. Par contre, c'est une analyse personnelle basée sur des informations qu'on a eues. Tout le monde avait misé sur Mihoubi, et au dernier moment, il semblerait qu'il y a eu l'armée n'était pas d'accord, il y avait une partie qui était pour Mihoubi, l'autre pour Tebboune, même au sein du FLN, qui avait appelé à voter pour Mihoubi, donc le deuxième candidat. Et c'est Tebboune qui est passé. Donc, conclusion, c'est la première fois que le FLN soutient un président qui ne passe pas. Ça, c'est vraiment nouveau. Donc, quelque part, quelque chose de positif. En même temps, il y a eu, je crois, un vrai débat, et ils se sont dit à la dernière minute que Tebboune ferait un meilleur président que Mihoubi. Quand je dis ça, vous aurez remarqué qu'à aucun moment, il s'agit d'électeurs, bien sûr. Non, évidemment. Et on n'a pas les vrais chiffres, en sachant que le président de l'autorité, entre guillemets, indépendante des élections, était lui-même l'ancien ministre de la Justice de Bouteflika. Donc, il semblerait qu'il y a eu un micmac. Là, on ne peut pas accuser puisqu'on n'a pas de preuves. Mais on ne sait pas exactement combien pèse actuellement le président. Ça, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment. Il n'y a pas de chiffres, il n'y a rien qui circule. Ouais. Ce qui, personnellement, m'arrange, puisque vu qu'il n'a pas de légitimité réelle, il ne pourra pas faire n'importe quoi. Bon. Il y a beaucoup de formats personnels quand on parle de politique algérienne. Non, mais c'est un mystère. Mais un tour, ça suffisait. Oui, ils ont décidé à la dernière minute de le faire passer au premier tour. Déjà, au niveau des chiffres, on est bien. Et donc, il aurait été plus logique de faire un deuxième tour. Mais il voulait faire vite, je pense. Et à quel taux ont-ils gonflé les élections? Ça, c'est un mystère. En tout cas, il y a eu des gens qui ont voté de Tebboune, on les a vus, on les connaît, tout, mais à ce taux, ça me semble vraiment improbable. Cela dit, comme je disais, quelque chose malheur est bon. Cette absence de légitimité va nous permettre, nous, c'est-à-dire l'opposition, le Hirak, etc., de faire une pression beaucoup plus forte sur lui, étant donné qu'il n'a pas vraiment la légitimité dont tu as besoin d'un président pour faire des... Mais est-ce qu'il pouvait y avoir un candidat du Hirak, quand même, franchement? Eh bien, les gens se trompent. Le Hirak n'a pas prétention à prendre le pouvoir. C'est une force de contrôle. Mais il y avait pas un candidat qui pouvait émerger Moi, personnellement, j'étais contre. Là, on va dire que la majorité du Hirak, qui représente quand même plusieurs millions d'Algériens, ne voulait pas de représentants. Et ils ont raison. Le scénariste, là, quelques jours après, on apprend... enfin, même pas quelques jours après, le jour de la nomination du nouveau président, on a Ketsala qui décède. Encore un mystère. A-t-il été empoisonné? Est-il mort de mort naturelle? Quelques jours avant, le président l'a embrassé. Il s'est passé à la télé, sur les réseaux sociaux, le baiser de la mort. Quelques jours après, il mourait d'une crise cardiaque. Alors qu'il n'était visiblement pas malade, puisqu'on le voyait à la télé, marcher, faire des discours.
Donc voilà, crise cardiaque subite, encore un mystère. L'Algérie est pleine de mystères. Bon, c'est Bouteflika sans Bouteflika ou c'est autre chose en fait Non, c'est autre chose. Qui se joue là maintenant. Non. Il y a vraiment c'est-à-dire les gens sont d'une part décidés à ne plus laisser faire n'importe quoi, et d'autre part le régime lui-même a compris qu'il ne pouvait plus faire n'importe quoi. Donc il y a eu un saut qualitatif évident, et le président va être obligé de faire des choses. Bon, pour l'instant il fait des promesses, mais on va le juger sur les actes, mais il ne pourra pas faire n'importe quoi. Bouteflika disait « Je suis élu, donc je fais n'importe quoi, et je fais ce que je veux ». Tebboune ne pourra pas dire ça. Même s'il est élu, il ne pourra pas faire n'importe quoi, ou ce qu'il veut, en gros. D'autant que on va dire que c'est la première fois qu'un président n'a pas d'obstacle en face de lui. Gaïd Salah est mort, le DRS, c'est-à-dire les services de renseignement, sont atomisés, le FLN est fini, les gros syndicats officiels n'existent plus, les importateurs sont en fuite, et le FCE, qui est l'équivalent du MEDEF, sont tous en prison. Donc c'est quand même la première fois qu'un président a la route ouverte devant lui sans aucun obstacle. Seul obstacle, c'est le Hirak. Chaouki Amari, il va falloir, dès qu'elle aura rebranché son micro, branchez votre micro, Erika, parce que sinon on ne va pas vous entendre, répondre aux questions d'Erika, puisque c'est l'heure de son questionnaire. Voilà. Je suis trop forte, je suis voilà. Technicienne. Bien, Erika. Alors déjà, moi c'était compliqué parce que Chaouki Amari, quand il m'en a parlé, Philippe, je me suis dit, mais je connais, effectivement, je connaissais. Donc c'est la première fois que j'ai autant de pression en venant à une émission, vraiment. Ouais, c'est pas vrai. Non, je vous promets, c'est vrai. J'avais la pression. Moi, j'avais la pression, parce que quand je lui ai dit que vous n'étiez pas encore arrivé, je faisais pas le malin. Et pourtant, je me suis présenté au bac le matin avec un stylo et une feuille, pour dire que moi, la pression, je la connais vraiment pas du tout. Mais non, vraiment, ça s'est pas trop vu, j'espère, mais voilà, quoi. Ça m'a un peu intimidé. Mais du coup, j'ai essayé de préparer un questionnaire que je fais généralement très légèrement, mais qui sont un peu plus adaptés à votre personnalité, à vous. Mais voilà. Donc, je vais vous demander. Donc, je pose toujours des questions qui sont inspirées donc du questionnaire de Proust. Et je me suis dit, la première question va être pour un Algérien français qui a vécu en France, qui vit en Algérie aujourd'hui. Quelle est votre Madeleine de Proust à vous? Quelle est la chose quand vous êtes en France qui vous rappelle l'Algérie et qui vous émeut? Ce que j'aime en France, bizarrement, c'est les croissants. C'est vrai? Parce que 132 ans de colonisation, on n'a toujours pas réussi à faire des bons croissants. Quoique, maintenant, on a des boulangeries tenues. Quand je viens à Paris, je mange des croissants. Des croissants beurre. D'accord. C'est trop bon. Chaouki vit en Algérie. Oui, c'est ça. Ouais. Mais vous connaissez très bien la France. Oui, je viens régulièrement. D'accord. On va dire la France, c'est la banlieue de l'Algérie. Celle-là, elle est excellente. Non, c'est vrai. Je dois rendre hommage à mes copines algériennes. Hier, elles ont fait un petit sondage sur quel est le défaut qualité qu'on a, etc. Et donc, je dois vous demander quel défaut, si tant est que puisse en avoir un Algérien, vous avez. J'ai pas bien compris. Quel défaut que vous avez, quel défaut algérien plutôt, je vais préciser. Quel défaut algérien vous avez? Quel défaut qu'un Algérien? Ah oui, d'accord. Moi, j'ai tous les défauts. Algérien, je parle vraiment un truc typiquement de. Moi, je suis inscrit dans les constantes nationales. Mais c'est pas de réponse. Entêté, il a toujours raison. Ah voilà, d'accord. Il déteste tout le monde, mauvais caractère, il se lève très mal. Ça, vous l'avez. Il n'aime pas travailler, il est paresseux. J'ai tous les défauts des Algériens. Je parle beaucoup. Ok. Je peux dire une chose et son contraire en 24 heures. Avec la meilleure. En 24 secondes. Avec une bonne foi. Une bonne foi algérienne. Quelle est la qualité algérienne que vous avez? La qualité. Ouais, algérienne que vous avez. C'est l'honnêteté, je pense. L'Algérien est connu pour. Bon, bien sûr, vu de l'extérieur, il y a beaucoup de corrompus. Mais il y a une forme de c'est-à-dire même le corrompu assume qu'il l'est, qui dit qu'il va voler parce qu'il faut voler, parce qu'il a des enfants. D'accord. Donc il y a une forme d'honnêteté qui est très algérienne. Évidemment, ça c'est un peu connu, l'espèce de dignité. Le NIF. Le NIF, voilà. NIF. Ce qui est bizarre, le NIF, c'est le nez. Ouais. Donc le siège de la dignité en Algérie, c'est le nez. C'est bizarre, hein? Ça, c'est encore un parce que sous la guerre de libération, on coupait le nez. Vous savez que quand vous avez... En fait, le nez, c'est parce qu'on quand on est digne, on regarde vers le ciel. Au traître. Ah oui, il se lève. D'accord. Par ailleurs, d'ailleurs, le siège de l'amour en Algérie, c'est le foie, c'est pas le cœur. On aime avec le foie, je sais pas, c'est comme ça. C'est une expression? Non, on aime. On dit pas mon cœur. On dit mon foie quand on aime quelqu'un. Ah oui? Donc le siège de le. En arabe, ça donne quoi? Kubda. D'accord. C'est le foie. Même en kabyle, Tessa. D'accord. Tessa, c'est l'amour. Okay. C'est le foie, en fait. C'est pour ça. Ah ouais. Nous, on aime avec le foie, c'est bizarre, hein? C'est très beau. Et le siège du courage, c'est le ventre. Donc si on fait un scanner en algérien, le siège de la dignité, c'est le nez. Le siège de l'amour, c'est le foie. Et le siège du courage, c'est le ventre. Bon. Et vous êtes assis sur quoi? Quel est un proverbe algérien que vous pourriez m'apprendre favori?
Je sais pas. Ouais. Il y en a un que j'aime bien, c'est Sbaki Kberi, la boule Tchika Ftermto. Ça veut dire le lion, quand il vieillit, on peut jouer au dé sur son cul. Excellent. Non, Philippe, il faut que je pose juste la dernière question parce que c'est pour moi. C'est regardez la tête de René. Rapide, ça va crier. Quel est le livre que vous me conseillez à part celui qu'on Merde, j'allais dire l'Anne mort. Hein. Ouais, ça marche pas. Un livre algérien. Algérien, oui. Je conseille le grand classique, c'est Nejma de Katib Yassine, qui est un livre qui date. D'accord. Mais qu'on peut relire tous les ans en comprenant quelque chose de nouveau. Oui, parce qu'il n'est pas facile à comprendre la première fois. C'est très complexe. Oh là là, ouais. C'est compliqué à lire. Tout le monde aime Nejma. Ouais. Tout le monde dit qu'il aime Nejma. Et tout le monde bloque sur la troisième page. Et c'est c'est super difficile. C'est très complexe. Ah ouais. Merci beaucoup. Pourquoi pas le fils du pauvre, tiens? Ouais, Mabri. Ouais. J'aime pas beaucoup Mabri. C'est un peu, c'est un peu tiède. Ouais. C'est scolaire. C'est un peu comme lire du Zola, quoi, Nejma ou non, c'est pas. Non, Nejma, c'est au contraire. D'abord, c'est une forme. Nejma, ça veut dire étoile. Oui, je sais, ouais. Construit une espèce de narration à 5 branches et merci.